Tout comme Jeremy Bentham, dont nous avons parlé récemment, Karl Marx, 1818-1883, était un autre promu, un autre homme fabriqué, un acteur toute sa vie. Comme Bentham, il n'y a pas d'autre moyen de l'analyser qu'au travers de sa personnalité, ses actions et l'histoire de sa vie personnelle qui semble sabbatéenne et ou luciférienne. Le personnage de Marx était alambiqué, tordu et caméléon, comme si quelqu'un avait écrit un scénario et essayé d'enterrer tous les aspects qui ne correspondaient pas à la narration inventée. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Marx est tenu en relativement haute estime dans le monde entier. Pourquoi ? En mai 2018, la Poste allemande a émis un timbre-poste pour commémorer le 200e anniversaire de Karl Marx. Son rival idéologique socialiste Mikhail Bakounine avait une vision globale de Marx. Une fois de plus, nous voyons le schéma familier d'un groupe d'élite proposant des pseudo-philosophies conçues pour asservir la population générale afin qu'elle puisse être dominée et pillée par ce que certains appellent des oligarques. Nous les appelons kleptocrates ou syndicats du crime. Ce monde est désormais, du moins pour l'essentiel, à la disposition de Marx, d'une part, et de Rothschild, d'autre part. Cela peut paraître étrange. Qu'y a-t-il de commun entre le socialisme et une grande banque ? Le fait est que le socialisme autoritaire, le communisme marxiste, exige une forte centralisation de l'État. Et là où il y a centralisation de l'État, il doit nécessairement y avoir une banque centrale. Et là où une telle banque existe, on trouvera la nation juive parasite qui spécule avec le travail du peuple. Profession de foi d'un démocrate socialiste russe précédée d'une étude sur les juifs allemands, Lettres du Réveil, Paris, 1869. Avant sa mort en 1876, Mikhail Alexandrovitch Bakounine a tiré la sonnette d'alarme sur la mainmise des banquiers plutocrates sur le mouvement révolutionnaire. Le congrès de La Haye de 1872 a été dominé par une lutte entre Marx et ses disciples qui prenaient l'utilisation de l'État pour instaurer le socialisme et la faction de Bakounine qui prenait au contraire le remplacement de l'État par des fédérations de lieux de travail et de communes autogérées. Bakounine a été expulsé et qualifié d'anarchiste jusqu'à ce jour. Contrairement à Marx, ceux qui ont rencontré et connu Bakounine en dehors de la sphère politique ont eu les plus belles choses à dire à son sujet. Le rôle de Marx était donc d'utiliser les travailleurs comme des idiots utiles et des outils aveugles qu'ils espéraient pouvoir manipuler. Pour poursuivre leur conspiration au nom de la classe ouvrière, ils ont dû cultiver et façonner toutes sortes d'utopies communistes et socialistes. Marx espérait exploiter la jalousie du prolétariat stupide pour imposer un enfer sur terre dans lequel la peur, la souffrance, la terreur et la trahison régnaient en maître. Dès le début, le mythe Marx a été imprégné d'obscurité. Son père, Hirschel A. Lévy Marx, un juge de la Cour suprême lié au Rothschild, s'était opportunément converti au christianisme en 1816. Quelle coïncidence, puisque le père de Hirschel était un célèbre grand rabbin de Cologne. Son beau-père était également rabbin. Le 5 mai 1818, Marx est né dans la ville allemande de Trèves. Bien que prétendument chrétien, il reçoit le nom mosaïque de Moses Mordecai Lévy Marx. Le nom Karl servait de couverture à sa personnalité chrétienne. Il n'a été baptisé qu'à l'âge de 6 ans. N'hésitez pas à le démentir, mais on prétend qu'il était le cousin au 3e degré de Lionel Nathan Rothschild, basé à Londres. Ensuite, par pur hasard bien sûr, le jeune Marx a fréquenté une école jésuite en même temps qu'une école talmudique où il a appris que les Juifs devaient dominer le monde. Bernard Lazare, 1865-1903, fonctionnaire et publiciste bien connu du judaïsme, a confirmé que Marx avait été affecté par le talmudisme. On sait peu de choses sur l'enfance de Marx. Mais au collège, son côté sociopathe renfrogné se manifeste. La mort de son père en mai 1838 a pu l'affecter et le rendre amer, ses revenus familiaux s'étant évaporés. Marx devient athée et se lance dans une poésie qui exprime une haine apocalyptique de l'humanité. 40 poèmes et le drame Ulanem, en versets écrits par Marx, ont été retrouvés à ce jour. Dans sa chansonnette Der Spielmann, le violoniste, il avoue « Cet art, Dieu ne le veut pas et ne le souhaite pas. Il s'empare du cerveau depuis les brumes noires de l'enfer, jusqu'à ce que le cœur soit ensorcelé, jusqu'à ce que les sens vacillent. J'ai conclu mon marché avec Satan. » Dans un autre poème, Marx promet d'attirer l'humanité avec lui en enfer en compagnie de Satan. Dans Human Pride, publié par World Revolution par Nesta Webster, page 167,
Marx nous dit ce qu'il pense vraiment et se révèle être un véritable psychopathe. Comme Bentham et consorts, personne ne semble se soucier de l'essence même de ces monstres. Avec dédain, je jetterai mon gant à la face du monde et je verrai l'effondrement de ce pygmée géant, dont la chute n'étouffera pas mon ardeur. Alors, je pourrai marcher triomphalement comme un dieu à travers les ruines de leur royaume. Chacune de mes paroles est feu et action. Ma poitrine est égale à celle du Créateur. Le 14 avril 1856, Marx fait cette déclaration typiquement grandiloquente. L'histoire est le juge, le prolétariat est le bourreau. Il prend plaisir à parler de terreur et de maisons marquées d'une croix rouge indiquant que les habitants doivent être tués. Ces propos rappellent les expressions du sabbat Jacob Frank. Cela montre que Marx a probablement été affecté par le franquisme. Le père de Marx avait été en contact avec le franquisme et avait également inculqué cette idéologie à ses enfants. Trèves se trouve à proximité du centre franquiste de Francfort. À l'âge de 24 ans, Marx, le chrétien, travaille pour le rabbin Moses Hess, un agitateur rancunier, et subit son influence. Hess présente Marx au demi-juif Friedrich Engels. Hess insiste sur la nécessité de dresser les classes sociales les unes contre les autres et d'entraver ainsi leur coopération. Il veut provoquer une révolution socialiste en s'appuyant sur le judaïsme, le racisme et la lutte des classes. Il souligne que le socialisme est indissociable de l'internationalisme, car les socialistes n'ont pas de patrie. Le vrai socialiste n'a rien à voir avec sa nationalité. Il a également déclaré « Cela ne s'applique pas aux Juifs ». L'internationalisme sert les intérêts du judaïsme. Il souligne que les Juifs ont été chargés de transformer l'humanité en un animal sauvage, comme il le décrit dans son article à propos du système monétaire, volume 1, 1845. Marx lui-même n'a fait qu'admettre ouvertement et sans embâge, ce qui est toujours typique de son style, ce projet. Derrière chaque tyran, il y a toujours un Juif. En novembre 1847, il refonde un groupe de révolutionnaires appelé la Ligue des Hommes Justes pour en faire le Parti communiste. Avec Engels, Marx réorganise, un terme soviétique, la Ligue avant la fin de l'année. Hess, Marx, Engels, Wilhelm Weitling, Hermann Krieg, Joseph Wedemeyer, Ernst et Ferdinand Wolff ont joué un rôle important. Ces événements ont eu lieu juste avant les révolutions de 1848 dans toute l'Europe. À l'époque, Marx et Engels ont été accusés de s'être séparés de Hess par des moyens détournés. Mais plus tard, ils ont tous deux déclaré ouvertement que de nombreuses idées de Hess méritaient d'être largement reconnues. Le manifeste communiste publié à Londres a probablement été rédigé en grande partie par des écrivains fantômes. Il s'agit d'un méli-mélo de pensées antérieures. Marx n'a fait que développer les idées des leaders Illuminati, Adam Weishaupt et Clinton Roosevelt. Il a copié-collé les mots du communiste utopiste et Illuminati, François-Noël Babeuf, 1760-1797, pour montrer la voie de la révolution socialiste, entre parenthèses, illuministe. Pour mémoire, je pense aujourd'hui que les Illuminati étaient de facto des franquistes sabbatéens, bien que le terme Illuminati soit utile, il s'agit d'une déviation. Dans le manifeste, Marx a puisé dans ses fantasmes antisociaux d'étudiants. Les classes dirigeantes trembleront devant la révolution communiste à venir. Nous ne pouvons atteindre nos objectifs qu'en renversant violemment l'ensemble de l'ordre établi. Nous sommes sans pitié et ne demandons aucune clémence. Lorsque notre tour viendra, nous ne cacherons pas notre terrorisme. Extrait tiré de Karl Marx, une psychographie d'Arnold Künzli, Vienne, 1966. Dans Das Kapital, 1867, Marx affirme qu'il est absolument nécessaire de souligner la nécessité de la violence dans les actions socialistes. Il écrit « La violence est la sage-femme qui aide une nouvelle société à sortir du ventre de l'ancienne ». Ce que l'esprit de Marx voulait vraiment, c'était traiter ces sujets avec une telle violence qu'ils finissent par perdre tout sentiment de pitié et d'humanité à l'égard de leurs semblables. Les marxistes se sont également emparés de toutes les recettes produites par les travailleurs et les ont payés trop peu ou pas du tout pour leur travail. C'est ainsi que les marxistes ont développé l'esclavage moderne, une chose que Bentham ne pouvait que fantasmer. L'extinction des valeurs et des créations culturelles les plus profondes était au premier plan. La doctrine de Marx ne concernait que la manière dont le travail physique crée de la valeur.
En revanche, il ne reconnaissait pas la pensée créatrice. Il se distingue de Hegel, qui avait pensé en termes idéalistes, menant les idées au premier plan, alors que Marx a cherché à réécrire la dialectique en termes matérialistes, plaidant pour la primauté de la matière sur l'idée, donc de la matière sur la métaphysique. Certains juges du marxisme tentent de prétendre que ceux qui peuvent interpréter correctement la doctrine n'ont pas encore accédé au pouvoir. Comment se fait-il que seuls les marxistes qui ont mal interprété la doctrine soient parvenus à ce pouvoir? Simple coïncidence? Marx n'avait certainement pas l'intention de faire fonctionner ses enseignements. Les fantasmes de ses poèmes d'étudiants se sont concrétisés, attirer l'humanité avec lui en enfer en compagnie de Satan. Selon le mythe le plus célèbre, Marx n'avait pas d'argent et dépendait économiquement de son ami Engels. En réalité, c'est Nathan Rothschild qui l'a financé. Bakounine, dans son polémique contre les Juifs, remet les pendules à l'heure en affirmant que Marx et son équipe avaient un pied dans la banque et l'autre dans le mouvement socialiste. Marx raffole des mets les plus raffinés et du vin français, entre autres, qui sont importés pour les repas de sa famille, et celle-ci avait un faible pour les habitudes coûteuses. La consommation incontrôlée d'alcool et les orgies sauvages et coûteuses de Marx ne font qu'accroître sa fureur à l'égard de son environnement. Toutes les réunions à Paris devaient se tenir derrière des portes et des fenêtres fermées afin que les rugissements de Marx ne soient pas entendus dans la rue. Et puis, il y a les commentaires d'Engels sur Marx, qui court dans un effort acharné. Un noir de trêve, un monstre remarquable. Il ne marche pas, il ne court pas. Il saute sur ses talons et se déchaîne avec colère. Il était livide de haine, comme si 10 000 diables l'avaient attrapé par les cheveux. Un célèbre socialiste, franc-maçon et camarade de Marx, Giuseppe Mazzini, qui avait bien connu celui-ci, a écrit ceci à son sujet. Son cœur éclate plutôt de haine que d'amour envers les hommes, ajoutant que Marx était un esprit destructeur. Il avait l'habitude de lancer des avertissements « Je vous anéantirai ». Marx était un égoïste peu fiable et un intrigant menteur qui ne souhaitait qu'exploiter les autres, selon son assistant Karl Hensen. Hensen pensait également que Marx avait de petits yeux méchants qui crachaient des flammes de feu maléfiques. Marx ne s'intéressait pas à la démocratie. La rédaction du nouveau journal rhénan était, selon Engels, organisée de manière à ce que Marx en devienne le dictateur. Il ne supportait pas la critique, il se mettait toujours en colère si quelqu'un essayait de le critiquer. En 1874, lorsque le docteur Ludwig Kugelmann a simplement laissé entendre que si Marx organisait un peu mieux sa vie, il pourrait terminer Das Kapital. Marx n'a plus voulu entendre parler de Kugelmann et l'a calomnié sans pitié. Marx est du genre à recueillir des informations sur ses rivaux et adversaires politiques. Il livre les notes qu'il a prises à la police, pensant que cela lui sera utile. Marx condamnait l'exploitation des gens, n'est-ce pas? Lui-même exploitait tous ceux qui l'entouraient. Il combattait tous ceux qu'il ne pouvait soumettre. Enfant déjà, il avait été un véritable tyran. Travailler, c'est ce que Marx voulait le moins. Il spéculait beaucoup en bourse, perdant sans cesse d'énormes sommes d'argent. Il n'avait pas non plus de considération pour le travail des autres. De nombreux artisans qu'il engageait devaient attendre longtemps leur salaire. Sa gouvernante, Hélène Demuth, a travaillé comme une esclave dans son ménage pendant 40 ans sans recevoir le moindre salaire. En ce qui concerne Hélène Demuth, la gouvernante de Marx, on peut dire que le 23 juin 1851, elle a donné naissance à un petit garçon dont le père s'appelait Karl Marx. Celui-ci, ne voulant rien savoir de Henry Frederick Demuth, l'enfant est confié à une famille d'accueil. L'affaire du fils renié devint plus tard une source d'embarras pour les dirigeants bolcheviques à Moscou, si bien que Joseph Staline classa comme secrètes les lettres entre Marx et Engels, où cette affaire est trop apparente. Marx a soutenu l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Comme son frère sabbatéen Illuminati Albert Pike, il a déversé ses opinions racistes contre les Noirs. Le racisme et les canards antisémites ont été utilisés par Marx comme un moyen de contrôle et d'intimidation. Marx prêchait pour une société meilleure, mais ne se souciait pas de la morale. Il ne se souciait pas non plus de la propreté. Cela a eu un effet néfaste sur sa santé et sur ses contacts avec les autres révolutionnaires. Il a souffert de furoncles pendant 25 ans. En 1873, ces furoncles ont provoqué chez lui une dépression nerveuse qui s'est traduite par des tremblements et de violentes crises de rage. Il ne mangeait jamais de fruits ni de légumes. L'insomnie prolongée en est la conséquence et Marx utilise des narcotiques dont il devient dépendant. Il aimait le vin et les liqueurs et fumait énormément de cigares. Eh bien, nous avons ici le portrait d'un homme possédé par le diable. Et quand le diable dirige le monde,
Il en est fait un modèle de résistance au grand capital dans la mémoire collective. Que l'on puisse mettre un psychopathe de sa trempe, un imposteur, dès la première heure, sur un piédestal, en dit long sur l'endoctrinement des masses par la propagande. Pour en savoir plus sur qui sont les franquistes sabbatéens, merci de visionner cette vidéo d'ITV publiée en 2018, si ce n'est pas déjà fait, intitulée « Le culte satanique qui dirige le monde ». Vous trouverez le lien en description. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.